passagers Uber bourrés se moquaient de mon travail et de mon accent, jusqu'à ce qu'ils aient vraiment besoin de moi. Mes passagers Uber, complètement ivres, se sont moqués de mon accent et de ma foi, jusqu'au moment où ils ont eu besoin de moi. Quand j'ai essayé de sauver la vie de leur ami, ils ont continué à rire en m'insultant, allant jusqu'à me traiter de terroriste. Je n'ai rien répondu. C'était il y a 3 mois. Hier, le père de Josh a été arrêté pour subornation de témoin. Ses clients, ce soir-là, avaient jugé mon métier et mon accent, sans s'attendre une seconde à dépendre de moi. Je conduisais pour Uber depuis 6 mois, après avoir perdu l'un de mes patients favoris, histoire de m'occuper entre 2 gardes. À 2 heures du matin, j'ai récupéré 4 étudiants sortant d'une soirée bien arrosée, dont l'un s'était coupé à la main, la blessure enroulée dans une serviette de bar déjà trempée de sang. Ils n'avaient aucune idée qu'en à peine 3 heures, je commencerais ma garde comme chef de chirurgie traumatologique, dans le même hôpital où ils voulaient que je les dépose. Le blessé, que ses amis appelaient Chris, était affalé sur la banquette arrière, tandis que Josh, son pote, est monté devant et a tout de suite monté le son de la radio, se moquant de mon accent dès que je lui ai demandé de maintenir la pression sur la plaie. « Détends-toi, Abdul !» m'a-t-il lancé, en écorchant volontairement mon prénom inscrit sur la carte. « C'est juste une petite coupure de bouteille. Franchement, tu dois même pas savoir à quoi ressemble un hôpital d'où tu viens. Conduis et laisse-nous le côté médical. » J'avais le ventre noué en voyant le sang couler beaucoup trop vite pour une simple coupure, reconnaissant aussitôt la pulsation caractéristique d'une artère touchée, mais je me suis tu, discuter aurait seulement retardé la prise en charge, et je ne pouvais rien faire de plus au volant. Josh, lui, a repéré mon chapelet suspendu au rétroviseur et s'est amusé à le faire tournoyer en me demandant si je comptais guérir son pote par miracle. Quand j'ai voulu le récupérer, il l'a mis hors de portée avant de balancer « Quoi, t'en as besoin pour trouver l'hôpital ?» Suis le GPS comme un bon chauffeur. Puis, il l'a balancé à l'arrière, direct dans le sang de Chris, salissant le seul souvenir que ma mère m'avait laissé avant de mourir. Après ça, il a fouillé dans ma boîte à gants sans même demander. « Regardez-moi ça. Il a des livres d'images sur le corps humain. » a-t-il ricané en agitant ma revue de chirurgie. « Il doit essayer d'apprendre l'anglais avec les dessins. Hé, chauffeur, tu sais lire ces mots compliqués ?» J'ai serré les dents et j'ai continué à rouler, faisant mes calculs. Chris avait au mieux une demi-heure avant que les choses ne deviennent graves. Mais quand j'ai tenté d'accélérer, Josh a attrapé le volant et l'a violemment tourné. « Doucement, terroriste, t'es pas dans ton pays où on roule n'importe comment. On va te coller une étoile si tu conduis comme un taré. » Chris pâlissait à vue d'œil, l'air de plus en plus absent. Des signes que je connaissais par cœur, ceux du choc hémorragique. Quand j'ai orienté le rétroviseur pour mieux le surveiller, le troisième, Jackson, s'est vexé et m'a lancé « Arrête de nous mater, sale pervers !» Il a fini par retrouver mon badge d'hôpital coincé entre les sièges. « Agent d'entretien à l'hôpital Sainte-Marie », a-t-il lu sans y prêter attention. Il passe ses journées à laver les sols et il fait semblant d'être chauffeur la nuit. Josh s'est mis à me poser des questions médicales sur un ton méprisant, style « T'as déjà vu du sang, toi? Chez toi, il y a des vrais médecins ?» Je ne répondais pas, trop occupé à trouver l'itinéraire le plus rapide tout en surveillant la respiration de Chris, de plus en plus laborieuse. Dans leur tête, mon silence était de la bêtise. Même pas foutu de répondre, a lâché Josh. C'est pour ça que les immigrés devraient n'en pas avoir de boulot ou faut parler à des vrais Américains. Chris a subitement vomi du sang sur la banquette, mais ses copains ont simplement éclaté de rire, disant que j'allais m'amuser à nettoyer tout ça. Josh a même sorti son portable pour filmer, persuadé de tenir là la pire course Uber de tous les temps, et il a zoomé sur mon visage dans le rétro en commentant que j'avais l'air coincé et que je comprenais sûrement rien à ce qui se passait. Je voyais la jugulaire de Chris gonfler sous la peau, signe que sa tension dégringolait. J'ai essayé de leur expliquer que leur ami était en danger immédiat, mais Jackson s'est mis à singer mon accent d'une voix exagérée. « Ton pote a besoin d'aide », a-t-il braillé. « Peut-être que chez toi on meurt d'une coupure de papier, mais ici on est solide. » Josh, lui, a commencé à dicter à voix haute son avis Uber, détaillant que je sentais le curry, que je parlais pas anglais et que j'étais sûrement un terroriste. Il a même menacé de me dénoncer pour trafic d'êtres humains à cause de ma tête louche. Puis il a montré son commentaire à Jackson avant de l'envoyer. Pendant ce temps, Chris haletait, à bout de souffle, ce râle que je connaissais trop bien des urgences. J'ai fini par m'arrêter net, malgré leurs cris. En sortant pour aller aider Chris, Josh m'a repoussé. « Le touche pas avec tes sales pattes. Tu sais même pas ce que c'est de te laver. On arrive à l'hôpital, là où il y a des vrais médecins. » Je n'ai pas cédé et j'ai ouvert la portière arrière. Plus de poux radial, il avait déjà perdu près d'un tiers de son sang. La coupure avait sectionné l'artère radiale, bien plus grave qu'il ne pensait. J'ai défait ma ceinture pour improviser un garrot, mais Jackson m'a asséné un coup à l'épaule pour m'éloigner. « Lâche-le, taré, tu vas le tuer avec tes connaissances de chauffeur de taxi !» Josh hurlait à plein poumon. Mais Chris s'est effondré d'un coup, les yeux révulsés, inconscient. « Il respire plus », a dit Jackson, soudainement moins sûr de lui. J'ai forcé le passage, j'ai cherché le pouls carotidien, rapide, faible, à 140. Puis j'ai vu la trachée déviée sur la gauche, un pneumothorax sous tension, dû au sang qui s'accumulait. Sans hésiter, j'ai dégainé mes clés et pris un stylo, prêt à intervenir. « Oh, qu'est-ce que tu fais ?» a hurlé Josh, toujours en train de filmer. « Tu veux le tuer avec un bic, espèce de malade !» Je suis chef de chirurgie traumatologique à l'hôpital Sainte-Marie, ai-je déclaré en désinfectant mes clés avec du gel hydroalcoolique. Votre ami a un poumon perforé par le sang, il lui reste à peine 1 minute avant l'arrêt cardiaque. Soit vous me laissez le sauver, soit vous expliquerez à ses parents pourquoi vous m'en avez empêché. Le téléphone de Josh est tombé au sol, et les 3 m'ont regardé, tétanisé, mon badge d'hôpital bien en vue, mon titre affiché noir sur blanc. Docteur Rachid Hassan, chef du service de traumatologie. Le lendemain matin, je suis retourné voir Chris.
Il était réveillé, même s'il avait encore l'air dans les vapes, et ses parents étaient assis près de lui. Sa mère, Lisa, s'est levée à mon arrivée et a commencé à me remercier. Mais Josh a fait irruption dans la chambre, la coupant net. Il m'a désigné du doigt, affirmant devant ses parents que j'avais mis Chris en danger en pratiquant une intervention non autorisée en dehors de l'hôpital. Il s'est mis à hausser la voix, exigeant qu'on me retire mon droit d'exercer à cause de ce qu'il qualifiait de comportement irresponsable. J'ai remarqué qu'il filmait encore tout avec son téléphone, tandis que Chris fixait le plafond d'un air perdu. Marcus m'a entraîné dans le couloir pour me montrer sur sa tablette les images de vidéosurveillance de l'entrée des urgences. On y voyait clairement Josh me bousculer et me traiter de terroriste, même après avoir compris que j'étais le chirurgien. Marcus avait déjà rédigé un rapport d'incident et m'a conseillé de porter plainte pour agression, mais je ne savais pas encore si j'allais le faire. 2 jours plus tard, alors que je déjeunais à la cafétéria, 3 infirmières sont venues s'asseoir à ma table. Elles avaient entendu parler de l'histoire par les rumeurs du service et voulaient en savoir si tout cela était vrai. Un interne pakistanais est venu s'installer à côté de moi et m'a montré son téléphone. Josh publiait des messages sur Instagram accusant l'hôpital de pratiquer des interventions injustifiées. Il prétendait que j'avais opéré pour me mettre en avant tout en identifiant l'établissement. Cet après-midi-là, Lisa m'a demandé de la rejoindre en privé dans une salle de réunion vide, l'air soucieuse. Elle m'a expliqué que le père de Josh était un avocat influent qui menaçait de traîner l'hôpital et moi-même en justice. Elle a sorti son téléphone et m'a montré des captures d'écran des stories Instagram de Josh, qui avaient déjà suscité des centaines de commentaires. Il avait monté sa vidéo pour laisser croire que je m'étais acharné sur Chris avec un stylo sans raison valable. Le lendemain, Emily m'a convoqué dans son bureau, visiblement préoccupée, et m'a fait glisser un dossier vers moi. Josh avait déposé une plainte officielle auprès de l'ordre des médecins, m'accusant d'avoir enfreint le protocole en réalisant des gestes d'urgence sans consentement. Sa plainte était accompagnée de sa vidéo trafiquée, qui ne débutait qu'au moment où je faisais la décompression à l'aiguille avec mon stylo. Tous ses propos racistes ainsi que le fait qu'il m'ait bousculé avaient été soigneusement coupés au montage. Plus tard dans la semaine, Chris m'a demandé à me parler en tête-à-tête pendant que ses parents étaient repartis prendre un café. Il m'a confié qu'il se souvenait de plus de détails que Josh ne le pensait, notamment du moment où Josh avait attrapé le volant pendant que je conduisais. Sa main tremblait à cause des lésions nerveuses, alors qu'il essayait d'écrire ses souvenirs sur un bloc-notes. Pris de colère parce que ses doigts ne répondaient pas, il a fini par jeter le stylo à travers la pièce. Une semaine après l'incident, j'ai reçu un appel du service juridique d'Uber. Josh avait porté plainte pour mise en danger, prétendant que j'avais abandonné ma voiture pour agresser un passager, et mon compte de chauffeur avait aussitôt été suspendu. Je n'avais pas l'intention de reprendre le volant, mais cette accusation mensongère m'a tout de même mis hors de moi. Ce soir-là, rentré chez moi, je me suis installé à la table de la cuisine pour essayer de nettoyer les chapelets de ma mère avec de l'alcool à friction. Le sang les avait irrémédiablement tachés, impossible de faire partir les traces, même en frottant avec une vieille brosse à dents. Je me suis souvenu que ma mère m'avait toujours dit d'aider les autres, même lorsqu'ils te méprisent. Les pères le garderaient à jamais cette marque, souvenir de cette nuit-là et de mon choix du devoir avant l'orgueil. La semaine suivante, je me suis rendu au commissariat pour donner ma version des faits à l'inspectrice Morrison. Elle m'a montré que la propre vidéo de Josh jouait en ma faveur, puisqu'on le voyait s'emparer de mes affaires, m'empêcher de porter secours et même me pousser à plusieurs reprises. Elle m'a prévenu qu'une plainte risquait d'envenimer les choses, vu les relations du père de Josh dans la ville. 3 jours plus tard, Jackson est venu me voir sur le parking de l'hôpital à la fin de mon service, l'air nerveux. Il jetait des coups d'œil autour de lui avant de m'avouer qu'il avait la vidéo complète sur son téléphone, où l'on voyait tout depuis le début, y compris tous les propos racistes tenus dans ma voiture. Il se disait tiraillé entre sa loyauté envers Josh et la conscience de tout le mal qu'il m'avait fait. Voir Chris peiner pendant sa rééducation et lutter avec sa main abîmée, ça lui donnait mauvaise conscience d'être resté silencieux. Je me suis demandé comment le docteur Hassan faisait pour garder son sang-froid pendant que Josh et ses copains racontaient n'importe quoi sur lui, qu'il serait soi-disant homme de ménage et ne parlerait pas anglais. Qu'est-ce qui avait poussé Jackson à enfin sortir la vraie vidéo après tout ce temps? Il m'a tendu son téléphone, les mains tremblantes, et j'ai regardé toute la scène sur le parking, alors que les voitures défilaient autour de nous. Le lendemain matin, Lisa m'a appelé pour me dire que son enquêteur avait retrouvé 2 autres étudiants que Josh avait brimés dans leur fraternité. Les 2 étaient étrangers et n'avaient jamais porté plainte, l'université les ayant convaincus de se taire. Elle m'a envoyé par mail les copies de leurs déclarations, qui faisaient apparaître un mode opératoire bien rodé remontant à 2 ans. 2 semaines après l'incident, je suis allé voir Chris pendant une séance de rééducation à l'hôpital. Il n'arrivait pas à tenir une balle de tennis plus de 3 secondes avant que sa main ne tremble et qu'il la laisse tomber. Le kiné n'arrêtait pas de corriger sa position, mais les lésions nerveuses rendaient son pouce et ses 2 premiers doigts quasi inutilisables. Chris a essayé de prendre un stylo pour écrire son nom, mais il a glissé de sa main et est tombé par terre. Il avait commencé médecine, rêvait de devenir chirurgien comme moi, mais désormais il avait même du mal à boutonner sa chemise. Sa main gauche fonctionnait bien, mais il était droitier et oubliait sans cesse de s'en servir. Lors du 3e exercice, incapable de serrer le dynamomètre au-delà de 2 kilos, il a craqué et s'est mis à pleurer. Il m'a confié avoir entendu Josh faire des blagues sur les étudiants étrangers tout le semestre sans jamais broncher. Il a avoué en avoir ri parfois, juste pour ne pas se sentir exclu. Aujourd'hui, il considère sa blessure comme une punition pour être resté silencieux quand Josh s'en était pris à l'interne pakistanais de leur cours de chimie. Il m'a raconté que Josh avait tout fait pour pousser cet étudiant à abandonner le cours, en multipliant les blagues déplacées à chacune de ses entrées.
Ce même après-midi, Emily m'a fait venir dans son bureau. Une lettre recommandée du Conseil de l'Ordre des médecins trônait devant elle. Le Conseil ouvrait une enquête officielle sur ma prétendue intervention médicale non autorisée et m'ordonnait de remettre tous mes dossiers dans les 10 jours. Emily a mandaté l'équipe juridique de l'hôpital pour m'épauler, mais elle n'a pas manqué de me prévenir. Le père de Josh avait ses entrées au conseil. Elle avait déjà reçu 3 coups de fil de membres du conseil exigeant des renseignements sur le médecin étranger qui aurait agressé un étudiant. L'équipe juridique s'est donc attelée à rassembler tous mes dossiers pendant que je tentais de rester concentré sur mes opérations courantes. 5 jours plus tard, Jackson m'a envoyé un message urgent, insistant pour que je voie quelque chose. Il m'a transféré des captures d'écran d'une discussion de groupe où Josh se vantait de vouloir ruiner ma carrière. On y lisait que Josh projetait d'appeler l'immigration pour me dénoncer pour comportement suspect. Il avait même inventé tout un scénario me décrivant comme étrange et potentiellement dangereux. Josh affirmait que son père connaissait du monde à l'immigration, prêt à lancer des enquêtes sur toute personne au nom étranger si suffisamment de plaintes leur parvenaient. Dans la conversation, 12 autres membres de la fraternité l'encourageaient et proposaient, eux aussi, de déposer de fausses déclarations. 3 semaines après l'incident, je traversais le hall de l'hôpital quand le père de Josh a déboulé par l'entrée principale. Maître Patterson agitait des papiers en vociférant contre les médecins étrangers qui soigneraient des Américains sans y être autorisés. Il a exigé de voir l'administrateur. Quand la sécurité est arrivée, il a redoublé de fureur, criant que des terroristes infiltraient le système de santé. Marcus a tenté de le calmer, mais Patterson lui a fourré les papiers dans les mains, précisant qu'il s'agissait d'une mise en demeure. Il affirmait que j'harcelais son fils en continuant à m'occuper de Chris et réclamait que je sois écarté sur le champ du dossier. Lorsque Marcus lui a expliqué que je n'étais pas le médecin de Chris, Patterson s'est emporté davantage, clamant que je ne devrais être le médecin de personne. 3 patients dans la salle d'attente filmaient déjà sa tirade sur les immigrés qui volèrent le travail des vrais Américains. La sécurité a finalement dû l'escorter hors du bâtiment, surtout lorsqu'il a tenté de prendre l'ascenseur pour venir me chercher lui-même. Depuis la fenêtre du 2e étage, je l'ai vu continuer à hurler sur Marcus sur le parking pendant 10 bonnes minutes. Ce soir-là, je suis resté 1 heure dans ma voiture après mon service, les mains crispées sur le volant et toujours tremblantes. J'avais l'impression que toutes les opérations que j'avais réalisées cette semaine-là étaient examinées sous un autre angle, comme si on me jugeait différemment. Même les infirmières, avec qui je travaillais depuis des années, semblaient me dévisager plus longtemps que d'habitude. 2 patients avaient déjà demandé à changer de chirurgien après avoir vu mon nom sur le planning opératoire. Le lendemain matin, Lisa m'a appelé pour me demander de la rejoindre, elle et un homme qu'elle m'a présenté comme étant l'avocat David Sterling. Il était spécialiste des affaires de crimes racistes et avait déjà récupéré l'intégralité des publications de Josh sur les réseaux sociaux sur les 3 dernières années. Lisa m'a montré des textos imprimés entre Chris et Josh qui couvraient une année entière. Au début, de petites plaisanteries sur les accents qui prenaient un ton de plus en plus grave au fil des mois. Josh avait envoyé à Chris des photos d'autres étudiants étrangers, enjolivés de légendes racistes et de menaces sur ce qu'il leur ferait s'ils obtenaient de meilleures notes. Dans un message datant de 6 mois, Josh se vantait d'avoir fait renvoyer un étudiant indien en plaçant de l'alcool dans sa chambre universitaire. Chris répondait avec des émojis qui rient, et Josh ajoutait que les étudiants étrangers étaient des cibles faciles, personne ne les croyant jamais. 2 jours plus tard, alors que j'étais dans la chambre de Chris, il m'a demandé de l'aider à enregistrer une déclaration vidéo. Sa main blessée tremblait en tenant son téléphone, alors je l'ai posé sur la table de chevet pour le stabiliser. Pendant 20 minutes, il a raconté ce qui s'était réellement passé cette nuit-là et le comportement de Josh envers les étudiants internationaux, devant s'interrompre 3 fois quand sa main se crispait sous l'émotion. Il a évoqué l'étudiant indien piégé par Josh et expliqué que toute la fraternité était au courant, mais avait gardé le silence. Il a décrit comment Josh tenait à jour une liste des étudiants étrangers dans leurs cours et assignait à ses frères de fraternité la mission de leur rendre la vie impossible. Sur la vidéo, on apercevait en arrière-plan son dossier médical et les cicatrices de l'opération sur sa main. Il a terminé en s'excusant de n'avoir rien dit plus tôt, ajoutant que sa blessure n'était rien comparé à ce que Josh avait fait vivre aux autres. Le lendemain, Emily m'a de nouveau convoqué dans son bureau où une nouvelle lettre officielle m'attendait. Le Conseil de l'Ordre avait fixé mon audition dans 2 semaines, bien plus tôt que d'habitude. Emily m'a expliqué que Patterson avait actionné ses réseaux pour accélérer la procédure et qu'il passait désormais au crible toutes les opérations que j'avais réalisées au cours de l'année écoulée. Ils avaient réclamé les dossiers de 43 interventions, en quête de la moindre complication ou de la plus petite plainte à utiliser contre moi. L'équipe juridique avait relevé 2 infections post-opératoires mineures, survenues 6 mois plus tôt et traitées sans problème par antibiotiques, mais le conseil exigeait des explications détaillées. Emily m'a prévenu qu'ils étaient en train de monter un dossier pour démontrer que j'avais fait preuve d'imprudence, notamment lors de l'intervention en bord de route. 3 jours plus tard, Jackson m'a envoyé un texto depuis un numéro inconnu pour fixer un rendez-vous dans un café du centre-ville. Il était assis au fond de la salle, lunettes de soleil sur le nez, casquette abaissée, et a fait glisser son téléphone sur la table, les mains tremblantes. La vidéo durait 43 minutes et montrait absolument tout, y compris Josh qui me frappait à 2 reprises alors que j'essayais d'aider Chris, puis qui me menaçait de ruiner ma carrière si je n'abandonnais pas. Jackson ne cessait de jeter des regards inquiets autour de lui et m'a confié que le père de Josh avait déjà contacté ses propres parents pour les mettre en garde contre d'éventuelles poursuites s'il acceptait de coopérer avec la police. Il m'a montré des captures d'écran où Josh se vantait d'avoir fait renvoyer une prof de lycée 2 ans plus tôt, après qu'elle lui ait mis un 8 en chimie, en orchestrant une plainte de son père contre elle pour propos déplacés envers les élèves chrétiens.
Malgré 3 enquêtes qui n'avaient rien trouvé, la prof avait perdu son poste et n'avait plus jamais remis les pieds dans une salle de classe. Jackson a transféré la vidéo sur mon téléphone avant de filer par la sortie de service, son café à peine entamé. Le lendemain matin, lors de la visite, j'ai senti que le docteur Patel fuyait mon regard dans le couloir. 2 autres médecins étrangers se sont soudainement trouvés indisponibles au moment d'examiner les dossiers avec moi. Finalement, le docteur Patel m'a attiré à l'écart près du local de stockage pour me glisser à voix basse que les avocats de Patterson avaient contacté le chef de service afin de réclamer un audit de tous les diplômes médicaux étrangers à la recherche d'irrégularités. Il m'a expliqué que 3 autres médecins avaient déjà dû présenter des preuves détaillées de la validité de leurs diplômes alors qu'ils exerçaient depuis plus de 10 ans. L'administration craignait tellement un procès pour discrimination intenté par Patterson qu'elle préférait enquêter sur tout le monde plutôt que de prendre des risques. 4 semaines après l'incident, Chris est revenu pour son rendez-vous de suivi, et j'ai vu son visage se décomposer en constatant que les tests de conduction nerveuse n'avaient montré aucun progrès. Il pouvait à peine tenir un stylo. Sa main tremblait tellement qu'écrire devenait mission impossible. Il m'a demandé franchement s'il pourrait un jour devenir chirurgien, comme il en rêvait depuis le collège, et j'ai dû lui dire non, sous le regard de sa mère qui lui serrait l'épaule. Sa précision ne reviendrait jamais, les lésions nerveuses étaient trop graves. Il a hoché la tête sans mot dire, fixant sa main comme si elle ne lui appartenait plus. Lisa est restée après le départ de Chris pour la rééducation, et s'est effondrée dans mon bureau. Elle a sorti son téléphone pour me montrer les relevés de dons sur 5 ans. Les Patterson avaient versé 2 millions de dollars pour la nouvelle aile de cardiologie de l'hôpital. Elle m'a avoué avoir reçu des appels de la mère de Josh lorsqu'ils étaient au lycée, lui demandant d'éloigner Chris, mais elle n'avait pas pris ça au sérieux, pensant que Chris avait besoin d'amis après la mort de son père. Elle savait que Josh était un problème, mais espérait que Chris aurait une bonne influence sur lui, pas l'inverse. Ce sont ces dons qui expliquaient pourquoi le conseil d'administration avait d'abord refusé d'interdire à Josh l'accès à l'hôpital jusqu'à ce que la fameuse vidéo éclate au grand jour. Le lendemain, pendant une opération de la vésicule biliaire, l'un des chapelets de prière tachés de sang de ma mère est tombé de la poche de ma blouse stérile sur le champ opératoire. L'infirmière circulante m'a interrogé pendant l'intubation et j'ai raconté comment Josh les avait abîmés lors de l'incident. Elle a hoché la tête avec compassion, mais j'ai remarqué son téléphone posé contre sa gourde, enregistrant toute la scène. On aurait dit que le père de Josh voulait transformer toute l'affaire en cirque, façon finale de télé-réalité. Rien ne crie autant « mon fils est innocent » que d'accuser publiquement de terrorisme dans le hall d'un hôpital pendant que les patients filment la crise pour la poster sur les réseaux sociaux. J'ai appris plus tard qu'elle tournait un documentaire sur les soignants immigrés et filmait en secret le personnel depuis 3 mois, sans jamais demander d'autorisation. Le soir même, elle a publié un extrait de moi en train de parler du chapelet de ma mère sur les réseaux, sans même m'en toucher un mot. Quand j'ai rencontré David Sterling la semaine suivante, son bureau sentait le cuir et le café. Il avait étalé devant moi des textes de loi prouvant que les actes de Josh entraient parfaitement dans la définition d'une agression aggravée par des motifs discriminatoires, ce qui pouvait lui valoir 5 à 7 ans de prison. Puis il m'a montré les en-têtes de 3 grands cabinets d'avocats que les Patterson avaient engagés, ainsi qu'une boîte spécialisée dans la gestion de crise pour familles fortunées. Il s'employait déjà à réécrire l'histoire, présentant Josh comme un jeune traumatisé par la blessure de son ami et moi comme une médecin qui aurait surréagi à une dispute estudiantine. David m'a prévenu qu'il proposerait sûrement un accord pour tapage ou trouble à l'ordre public, sans prison, à condition de renoncer à toute plainte pour crime haineux. Ce midi-là, la cafétéria était presque vide quand j'ai surpris 2 administrateurs à la table d'à côté, en pleine discussion sur mon cas. L'un affirmait que le conseil d'administration songeait à me demander de prendre un congé, soi-disant volontaire, le temps que les procédures se terminent, car les Patterson menacèrent de couper les fonds pour le service des urgences. L'autre ajoutait que, volontaire, finissait presque toujours en licenciement discret, une fois que le scandale était retombé. Ils étaient juste à côté, à 1 mètre de moi, sans se douter que je les entendais, seul à ma table avec mon sandwich. Marcus, de son côté, a rencontré l'enquêteur du conseil médical et lui a remis toutes les vidéos de surveillance des 5 dernières années, prouvant mon comportement irréprochable même avec les familles ou patients difficiles. Il a aussi transmis des rapports d'incidents de 2 autres hôpitaux où Josh avait été interdit d'accès pour harcèlement de personnel infirmier et insultes racistes envers les agents de service. Son père avait réussi à faire classer l'affaire à coups de menaces judiciaires, mais Marcus, grâce à ses contacts dans la sécurité des hôpitaux de la ville, avait pu conserver toutes les preuves. L'enquêteur a eu l'air interloqué par la répétition de ses comportements. Une femme, se présentant comme réalisatrice de documentaires, m'a contacté via le service communication de l'hôpital, affirmant avoir enquêté sur Josh. Elle avait retrouvé 3 autres victimes en 4 ans, toutes étudiantes ou travailleuses étrangères, trop effrayées pour porter plainte après qu'il ait détruit leur réputation par des accusations mensongères. L'une était un chauffeur Uber pakistanais accusé d'agression après avoir demandé à Josh de ne pas fumer dans sa voiture. Une autre, une étudiante chinoise en master, que Josh avait dénoncée pour triche après qu'elle ait repoussé ses avances. La 3e, c'était une employée mexicaine d'un restaurant que Josh avait accusé d'avoir volé un portefeuille parce qu'elle avait refusé de le servir après la fermeture. À chaque fois, le scénario se répétait, harcèlement de plus en plus insistant, puis des plaintes inventées que les avocats du père de Josh faisaient disparaître en échange d'argent et de clauses de confidentialité. 6 semaines après cette nuit-là, mon beeper a sonné en plein dîner, code bleu aux urgences. Chris avait avalé tout un flacon de médicaments contre la douleur et laissé une lettre expliquant qu'il n'en pouvait plus d'échouer, de voir ses rêves s'effondrer et de porter la culpabilité d'avoir laissé Josh nuire à d'autres parce qu'il s'était tu trop longtemps. J'ai couru jusqu'à la salle de déchocage et je l'ai trouvé à moitié conscient, les pupilles dilatées et sans réaction.
On lui a injecté de la naloxone, commencé les compressions, pendant que je l'intubais. Les mêmes mains qu'il avait déjà tirées d'affaire se battaient à nouveau pour sa vie. Pendant qu'on tentait de le sauver, Josh postait sur Instagram, diffusant d'anciennes photos de lui et Chris, en racontant que son ami était devenu instable mentalement à cause de ma soi-disant intervention d'urgence qui l'aurait handicapé. Le lendemain matin, mon téléphone a explosé de notifications. Le rapport préliminaire du conseil médical avait mystérieusement atterri sur le site de Channel 10, recommandant ma suspension immédiate en attendant une enquête pour interventions dangereuses pratiquées en dehors de tout cadre, sans matériel adapté ni consentement du patient. La journaliste s'acharnait sur mon nom tout en passant en boucle les images sanglantes de l'Uber, s'interrogeant sur la légitimité des médecins étrangers à exercer la médecine d'urgence dans les rues américaines. Il était évident que le cabinet d'avocats des Patterson avait organisé cette fuite. Le timing ne pouvait être plus parfait, juste avant ma défense devant le conseil. Emily m'a convoqué dans son bureau. La moitié des chefs de service étaient là, l'air grave, pendant qu'elle me montrait le compte-rendu de la réunion de la veille. Patterson s'y était présenté en personne, menaçant de couper ses 20 millions de dons annuels et de traîner l'hôpital en justice pour 50 millions de plus s'il ne me licenciait pas aussitôt. La salle était scindée. Les membres les plus âgés du conseil voulaient éviter toute procédure judiciaire. Les plus jeunes refusaient que les donateurs dictent leurs choix médicaux en créant un précédent dangereux. 3 jours plus tard, je suis allé voir Chris en réa. Il commençait à se remettre de son overdose, les poignets enserrés de bandes blanches qui me rappelèrent le torchon du bar dans l'Uber. Il m'a longuement fixé avant de demander pourquoi je l'avais sauvé 2 fois, malgré tout ce qu'il avait dit et fait cette fameuse nuit. Je lui ai répété ce que ma mère m'avait confié avant de mourir. Qu'on soigne sans juger, que les mains d'un médecin ne trient pas ceux qui méritent tout nom de vivre. Il s'est effondré en larmes, si fort que les moniteurs se sont affolés et que les infirmières ont accouru, croyant à une urgence. Mon téléphone s'est mis à vibrer de messages venus d'autres chauffeurs Uber qui avaient vu les infos et partageaient leurs propres histoires d'étudiants ivres les traitant comme des larbins, ou pire. Un chauffeur m'a envoyé une vidéo de sa dashcam, filmée 2 semaines avant mon incident, où on voyait les mêmes garçons de la fraternité forcer un chauffeur pakistanais à chanter l'hymne américain pour prouver qu'il n'était pas un terroriste. Ils riaient, se tapèrent dans la main, tandis que les mains du chauffeur tremblaient sur le volant. Un autre avait un enregistrement où Josh disait clairement à ses amis qu'il fallait embêter les chauffeurs étrangers parce que personne ne les croirait de toute façon. 2 mois se sont écoulés, rythmés par les rendez-vous avec les avocats et les dépositions, avant que Jackson ne soit enfin convoqué à témoigner devant le conseil médical. Le père de Josh a tenté de faire annuler la vidéo en affirmant qu'elle avait été enregistrée illégalement, mais Jackson l'a quand même diffusée sur son téléphone, bien en vue, pour que les 12 membres du conseil puissent voir et entendre. On entendait Josh m'empêcher d'intervenir auprès de Chris, me repousser alors que son ami se vidait de son sang, me traiter de terroriste et dire que mes sales mains ne devraient pas toucher un Américain. Les membres du conseil se sont raidis sur leur siège en entendant Josh plaisanter sur la vie une étoile pendant que Chris sombrait dans le choc. La semaine suivante, Josh a été arrêté après que David a remis toutes les preuves au grand jury, y compris la vidéo et les témoignages de Marcus et des agents de sécurité témoins des faits. Patterson a payé la caution de $100 000 en moins d'1 heure et s'est empressé de tenir une conférence de presse sur les marches du tribunal, proclamant que son fils était victime de persécution simplement parce qu'il avait remis en cause une intervention médicale illégale. Il n'a cessé d'affirmer que Josh n'était qu'un jeune homme terrifié, impuissant devant l'agonie de son ami, pendant qu'un inconnu s'en prenait à lui avec des objets trouvés. L'enquêtrice privée de Lisa s'est plongée dans le passé de Josh et a mis au jour 3 accords confidentiels remontant à ses années de prépa et à sa première année de fac. Un ancien élève a fini par briser le silence, expliquant que Josh l'avait envoyé à l'hôpital en seconde après une dispute pour une place de parking, mais que Patterson avait étouffé l'affaire en finançant une nouvelle bibliothèque. Le garçon boitait encore et a expliqué que l'école l'avait menacé de lui retirer sa bourse s'il portait plainte. 2 autres victimes se sont manifestées après avoir vu son témoignage en ligne, racontant comment les avocats de Patterson étaient venus à leur chevet avec des chèques et des menaces. En rentrant chez moi, j'ai découvert un avis d'expulsion collé sur ma porte, alors que je n'avais jamais eu le moindre retard de paiement en 5 ans. Le propriétaire a marmonné quelque chose à propos des médias et de la valeur du bien, mais je savais bien que l'influence de Patterson s'étendait à toute la ville. Je me suis assis à la table de la cuisine, les chapelets de ma mère encore tachés du sang de Chris sous les yeux, à me demander si défendre ce qui est juste valait vraiment le prix de tout perdre. Chris a surpris tout le monde en lançant un blog, La vérité sur cette nuit, où il donnait chaque jour des nouvelles de sa convalescence et racontait ce qui s'était vraiment passé dans mon Uber. En à peine une semaine, il avait déjà rassemblé 10 000 abonnés, postant des captures d'écran d'anciens messages de groupe envoyés par Josh, dans lesquels il se moquait des étudiants internationaux, avec des insultes que je préfère ne même pas citer ici. Il diffusait aussi des photos d'autres étudiants blessés par Josh au fil des années, retraçant toute une série de violences que même l'agence de communication de Patterson n'a pas réussi à étouffer. Le Conseil de l'Ordre a fini par fixer la date de mon audition, où Patterson s'est déplacé en personne pour m'interroger, arborant un costume sans doute plus cher que mon salaire mensuel. Il s'est acharné à me faire passer pour un médecin justicier hors la loi, allant jusqu'à me demander si j'avais appris la chirurgie de fortune avec des trombones et du scotch pendant ma formation médicale étrangère. C'est le Dr Williams, membre du conseil, qui l'a interrompu pour rappeler que j'avais obtenu mon diplôme summa cum laude à Johns Hopkins.
rien d'exotique donc, et lui demander s'il avait lui-même la moindre qualification pour remettre en cause mes choix ce fameux soir. Patterson a alors sorti un dossier épais, étalant sur la table des documents, des photos de ma famille au Pakistan, des relevés bancaires et téléphoniques, obtenus on ne sait comment. Il a pointé une photo de mon cousin lors d'une manifestation à Karachi, cherchant à m'associer à des groupes extrémistes, alors qu'il s'agissait simplement d'une marche pour la réforme de l'éducation. La présidente du conseil n'a pas arrêté de l'interrompre pour demander ce que tout cela avait à voir avec mes décisions médicales ce soir-là, mais Patterson, imperturbable, a continué à lire le rapport de son enquêteur sur la mosquée que je fréquente et la fréquence de mes virements à la famille de ma mère. Il a même exhibé des photos de vidéosurveillance de moi, entrant au centre islamique où je donne des cours de sciences le week-end aux enfants. À ce stade, je ne peux m'empêcher de me demander comment il est possible de mettre la main sur de telles informations privées. De quelles relations bénéficie-t-on pour dénicher des photos du Pakistan ou surveiller mes allées et venues à la mosquée? 10 semaines s'étaient écoulées depuis cette nuit avec Chris lorsque, lors de l'audience suivante, Emily a enfin pu témoigner. Elle est arrivée avec 3 cartons de lettres de patients sauvés pendant mes 5 ans à St. Mary's, lisant à voix haute des passages sur le soutien que j'avais apporté aux familles après mes heures de service. Elle a présenté au conseil mon dossier irréprochable, sans la moindre plainte, et avec les meilleurs taux de satisfaction des urgences. Elle est même venue avec des graphiques prouvant que j'avais effectué plus de 2000 interventions chirurgicales, avec des résultats supérieurs à la moyenne nationale. Profitant d'une pause entre 2 témoignages, je suis retourné aux urgences pour voir de nouveaux patients, faute de personnel. Une famille pakistanaise est arrivée précipitamment avec leur fils, qui venait de tomber de vélo. Les yeux du garçon se sont agrandis en me voyant. Sa mère m'a serré la main et m'a remercié en ourdou d'avoir osé affronter des gens comme Patterson, disant que je lui donnais de l'espoir pour l'avenir de ses enfants en Amérique. Le petit m'a demandé si j'étais le médecin dont on parlait à la télé, celui qui avait sauvé le méchant étudiant, et j'ai simplement acquiescé en examinant son poignet fracturé. Cet après-midi-là, mon téléphone s'est mis à vibrer sans relâche dès que la réalisatrice du documentaire a publié la bande-annonce en ligne. La vidéo montrait 3 autres étudiants internationaux racontant le harcèlement subi de la part de Josh l'année précédente, dont une jeune femme qui avait fini par abandonner ses études après qu'il l'a suivie à plusieurs reprises jusque chez elle. Le président de l'université a convoqué une réunion d'urgence lorsque la vidéo a dépassé le 1 million de vues en 4 heures. Les chaînes d'infos ont aussitôt repris l'histoire des dons faits par Patterson à l'université, toujours versés juste après que les plaintes contre Josh étaient classées sans suite. Le lendemain matin, Chris est apparu en visioconférence sur grand écran dans la salle d'audience, depuis l'établissement psychiatrique où il était depuis 2 mois. Il semblait amaigri, épuisé, mais il a parlé franchement du jeu que menait Josh, poussé les étudiants étrangers à partir, en tenant même un carnet de score. Il a reconnu avoir ri au début, trop saoul et idiot pour mesurer la gravité de la situation, jusqu'à cette fameuse nuit dans ma voiture. Il a sorti à la caméra le carnet de Josh, qu'il avait subtilisé quelques semaines avant le drame, rempli de noms et de points attribués selon les différentes formes de harcèlement. Patterson s'est alors levé en hurlant sur l'écran, mais comme son micro était resté ouvert, tout le monde a parfaitement entendu « Ce sale arabe devrait retourner d'où il vient ». La phrase a résonné dans la salle avant qu'on ne coupe enfin le micro. En 20 minutes, l'enregistrement audio faisait le tour de Twitter sous le hashtag #PattersonExposé. 3 membres qui le soutenaient jusqu'ici ont quitté la salle immédiatement et 2 autres ont publié des communiqués pour s'en dissocier. Une semaine plus tard, le conseil d'administration de l'hôpital s'est réuni pour le vote final concernant mon poste. Emily a révélé que 17 donateurs s'étaient déjà engagés à compenser la perte des fonds de Patterson, motivés par les vidéos de témoignages du personnel qu'elle avait collectées. Le vote a été unanime pour me garder. La présidente du conseil est venue s'excuser personnellement pour toute cette procédure d'enquête et a annoncé la mise en place de nouvelles politiques pour protéger le personnel contre le harcèlement ou la discrimination, même venant de donateurs. 3 mois après le début de toute cette affaire, j'ai enfin repris mes rotations chirurgicales habituelles, sans escorte de sécurité. Il y avait encore parfois quelques manifestants devant l'hôpital, brandissant des pancartes avec le visage de Patterson et ses propos racistes. Mais ils étaient désormais dépassés en nombre par les soutiens. Mes collègues formaient une barrière protectrice autour de moi quand je rejoignais ma voiture et des infirmières que je connaissais à peine m'apportaient des plats faits maison. L'agent d'entretien qui avait nettoyé mon Uber ce soir-là insistait toujours pour m'accompagner jusqu'au parking, estimant que c'était la moindre des choses. Un soir, Lisa m'a appelé à la maison, la voix tremblante, pour me demander de la rejoindre dans un café. Elle m'a expliqué que Chris envisageait à nouveau de mettre fin à ses jours. Son thérapeute avait trouvé des notes où il écrivait qu'il ne méritait pas de vivre après ce qu'il avait fait. Elle pensait que j'étais la seule personne capable de l'atteindre, puisque je l'avais déjà sauvé 2 fois, et que je pouvais comprendre ce sentiment de culpabilité qui le rongeait. Elle m'a remis une lettre que Chris m'avait écrite sans jamais oser me l'envoyer, où il ne cessait de s'excuser pour cette fameuse nuit. L'hôpital psychiatrique se trouvait à 1 heure de route de Columbus, perdu au milieu des bois et de sentiers censés apaiser les patients. Chris était assis dans le jardin, à s'entraîner avec une balle en caoutchouc, ses doigts peinant à la refermer. Il m'a montré son tableau de rééducation, soulignant les maigres progrès de sa main malgré des mois d'efforts. Il avait abandonné la médecine pour se tourner vers la défense des patients.
rédigeant des rapports sur les discriminations dans le secteur de la santé avec sa main valide. Il voulait recueillir des témoignages comme le mien et monter des formations pour sensibiliser le personnel hospitalier aux préjugés inconscients. Les murs de sa chambre étaient couverts d'emails imprimés, envoyés par d'autres étudiants victimes de Josh, tous encourageant Chris et lui pardonnant, le soutenant dans sa nouvelle mission. 3 semaines plus tard, mon téléphone s'est mis à vibrer sous une avalanche de notifications de collègues. Tous m'envoyaient le même lien. Josh venait de publier une vidéo depuis chez ses parents, m'accusant d'être une terroriste ayant infiltré la médecine américaine. Casquette MAGA vissée sur la tête, il brandissait ma photo d'hôpital et appelait ses abonnés à se méfier des médecins étrangers. La vidéo a cumulé 12 000 vues en 2 heures, avant que le FBI ne contacte David pour évoquer des poursuites fédérales pour menaces à caractère terroriste. Le père de Josh a tenté de faire disparaître la vidéo, mais il était déjà trop tard. Les captures d'écran circulaient en partout. Le lendemain matin, David est arrivé à mon bureau, l'air grave, un dossier épais sous le bras. Elle a étalé sur mon bureau des dizaines de publications Facebook issues d'un groupe privé baptisé Border Patrol, animé par la fraternité de Josh depuis 3 ans. Sur ces posts, on voyait des étudiants internationaux suivis jusque dans leur dortoir, photographiés à leur insu. Josh s'en vantait, se félicitait d'avoir fait pleurer des étudiants ou poussé certains à abandonner. L'université l'a expulsé dans la journée et suspendu toute la fraternité en attendant l'enquête, pendant que son père hurlait dans le bureau du doyen, brandissant des menaces de procès. 2 jours plus tard, lors d'une longue opération à cœur ouvert, une collègue m'a confié que, pour la première fois, des infirmières pakistanaises et indiennes avaient osé signaler des années de harcèlement. Ce week-end-là, le conseil d'administration de l'hôpital s'est réuni et a mis en place de nouvelles mesures de protection, qu'ils ont tenu à baptiser protocole Hassan, malgré mes protestations. Marcus a entamé une formation pour le personnel de sécurité afin de leur apprendre à repérer les comportements discriminatoires et Emily a ajouté une session obligatoire sur les préjugés dans chaque service. 4 mois après cette fameuse nuit dans mon Uber, Jackson m'a appelé pour m'annoncer son transfert à Ohio State, loin des amis de Josh. Avant de partir, il a passé 6 heures à témoigner sous serment sur tout ce qu'il avait vu au fil des années. La montée de la violence de Josh et le silence des autres étudiants, muselés par la peur ou la loyauté envers la fraternité. David a ajouté son témoignage au dossier déjà volumineux pendant que l'avocat de Josh réclamait de savoir qui payait Jackson pour mentir. Le vendredi est enfin arrivé et je me suis rendu à la mosquée pour la première fois depuis le début de toute cette histoire. La salle de prière était pleine à craquer. Je me suis installé tout au fond, espérant me faire oublier. L'imam a parlé de la patience face à l'épreuve, de la justice qui finit toujours par arriver à ceux qui savent attendre avec confiance. Après la prière, 3 autres médecins sont venus vers moi pour me confier qu'eux aussi s'étaient vu refuser des soins par des patients à cause de leur accent ou de la couleur de leur peau. Un chirurgien syrien m'a même montré des menaces de mort reçues après qu'un patient, curieux, avait cherché son nom sur Internet et découvert son pays d'origine. Nous sommes restés une bonne heure sur le parking à partager des expériences que nous n'avions jamais osé raconter à nos collègues américains. La semaine suivante, Patterson a déposé une demande pour récuser la juge, prétextant qu'étant née en Corée, elle soutiendrait forcément les immigrés et ne pourrait pas être impartiale envers son fils américain accusé par des étrangers. La juge l'a écouté sans broncher, puis a ajouté son attitude au dossier en tant que preuve de discrimination systémique avant de rejeter la requête et de le prévenir que toute nouvelle remarque xénophobe entraînerait des poursuites pour outrage. Chris est présenté au tribunal le lundi suivant, signant à l'accueil tant bien que mal avec sa main valide, l'autre immobilisé dans une attelle noire qu'il devrait porter à vie. Il s'est assis aux côtés de sa mère derrière la table du procureur, tentant tant bien que mal de prendre des notes de la main gauche. À chaque fois que Josh se retournait vers lui, Chris levait discrètement sa main blessée, comme pour rappeler à tous le prix de cette nuit-là. Les cauchemars ont empiré à l'approche du procès. Je me réveillais en sursaut avec le visage de Josh se moquant de mes chapelets. Certaines nuits, je rêvais que Chris mourait sur la banquette arrière pendant que Josh m'empêchait d'intervenir. Le docteur Martinez m'a prescrit des somnifères, mais j'hésitais à les prendre, de peur d'être appelé à l'hôpital en urgence. Elle m'a aidé à dépasser la culpabilité de ne pas avoir parlé plus tôt, à l'époque où Josh se moquait déjà de mon accent et de ma religion. Au 3e jour du procès, David a diffusé l'intégralité de la vidéo enregistrée par Josh cette fameuse nuit dans mon Uber. Le jury a vu Josh agiter les chapelets de ma mère pendant que Chris gisait blessé à l'arrière-plan. On m'entendait supplier pour pouvoir intervenir, tandis que Josh continuait à m'insulter et à m'empêcher de prodiguer des soins. Un juré n'a pas pu retenir ses larmes lorsque Josh a plaisanté sur le fait que filmer Chris en train de vomir du sang ferait le buzz sur les réseaux sociaux. La juge a dû suspendre l'audience quand un autre juré s'est précipité hors de la salle, écœuré par la scène. Le lendemain matin, Josh a pris la parole, costume impeccable, expliquant que la cancel culture avait ruiné sa vie. Il affirmait que la vidéo avait été sortie de son contexte et qu'il avait simplement paniqué pour son ami blessé ce soir-là. David a enchaîné les captures d'écran du groupe Border Patrol, prouvant que Josh se réjouissait d'agressions passées contre des étudiants internationaux. Sur un post datant de 2 ans, on le voyait même se vanter d'avoir poussé un étudiant indien à abandonner la médecine après des mois de harcèlement. L'un d'eux expliquait comment faire pour que les étudiants étrangers se sentent malvenus sans jamais se faire prendre par l'administration. La juge a interrompu l'audience et j'ai vu le père de Josh se pencher pour murmurer quelque chose à Jackson, installé 2 rangs derrière nous. Quand l'avocat de Josh a demandé qui payait Jackson pour dire la vérité, ça sonnait particulièrement ironique vu que toute la défense de Patterson se résumait à « tous ceux qui ne sont pas de mon avis font forcément partie d'un vaste complot étranger ». C'était vraiment l'art de rejeter la faute sur les autres.
Jackson a secoué la tête et s'est levé pour partir. Mais Patterson lui a agrippé le bras et, en plein couloir du tribunal, il a sorti son portefeuille. Les caméras de sécurité ont tout filmé. Patterson comptait des billets de $100 qu'il essayait de fourrer contre la poitrine de Jackson, lequel reculait, les mains en l'air. 2 marshals fédéraux sont intervenus alors que Patterson plaquait Jackson contre le mur en hurlant des slogans sur la loyauté et la nécessité de défendre les vrais Américains contre les étrangers indésirables. Ils l'ont immédiatement menotté devant tout le monde, tandis qu'il continuait à crier qu'il ne faisait que protéger son fils de terroriste et que c'était moi qui aurais dû être arrêté. Josh, lui, est resté immobile à la table de la défense, regardant son père se faire emmener pour subornation de témoins, tandis que ses avocats se regroupaient, totalement perdus quant à la suite des événements. Une fois Patterson écarté, et donc plus personne pour surveiller ou régler les honoraires, la défense s'est écroulée en 3 jours. L'avocat principal a bien tenté de plaider que Josh était trop ivre pour avoir agi en toute conscience, mais David a produit les publications Facebook de Josh, écrites plus tôt ce même jour, où il exposait en détail ses projets pour s'en prendre à des étudiants étrangers lors de fêtes. Les messages, horodatés plusieurs heures avant qu'il ne commence à boire, prouvaient qu'il recrutait activement des amis pour cibler toute personne avec un accent. L'avocat de Josh a protesté, mais la juge a accepté ces preuves comme démontrant la préméditation. Et j'ai vu Josh s'enfoncer dans sa chaise, tandis que David lisait chaque message à haute voix devant le jury. La défense a tenté un ultime recours, prétendant que l'alcool avait altéré le jugement de Josh, mais leur propre expert a fini par admettre, sous la pression du contre-interrogatoire, que le taux d'alcool dans le sang de Josh ne l'empêchait pas de comprendre que ce qu'il faisait était grave. Chris a témoigné le 4e jour. On voyait qu'il peinait à tenir ses notes avec sa main encore secouée par les lésions nerveuses. Il a fixé Josh droit dans les yeux et a expliqué que son rêve de devenir chirurgien, qu'il portait depuis l'âge de 12 ans, s'était envolé. Il ne pouvait plus tenir un scalpel plus de 10 secondes sans trembler. Sa voix s'est brisée en évoquant ses cauchemars, où il se revoyait en train de se vider de son sang dans ma voiture, et il a confié avoir tenté de se suicider 2 fois, rongé par la culpabilité de ce qu'il m'avait fait. Il a expliqué que la haine de Josh n'avait pas seulement ruiné ma réputation et mon avenir professionnel, mais qu'elle lui avait aussi volé son propre avenir et avait failli le tuer 2 fois, d'abord à cause de l'hémorragie, puis sous le poids de la culpabilité. Josh refusait de croiser son regard, les yeux rivés sur ses mains, pendant que Chris confiait avoir retrouvé un certain sens à sa vie en intervenant dans des universités sur les crimes de haine et en soutenant d'autres victimes, tout en ajoutant qu'il échangerait tout pour récupérer l'usage normal de sa main. Ce soir-là, mes collègues m'ont surpris dans la salle de pause avec des plats du monde entier, et les langues se sont déliées sur leurs propres expériences de discrimination. Le Dr Chen a raconté que certains patients refusaient de ses soins à cause de ses yeux, tandis que le Dr Okonkwo a évoqué les menaces de mort reçues pour avoir opéré des patients blancs. On s'est soudain rendu compte que presque tout le monde avait vécu des histoires similaires, mais que la peur ou la honte nous avait longtemps empêchés d'en parler. Marcus a apporté des vidéos de surveillance d'autres incidents à l'hôpital qu'il avait compilés depuis des années, et la Dr Smith Rodriguez a annoncé la création d'un groupe de travail officiel pour lutter contre la discrimination systémique dans notre milieu. Le lendemain matin, la défense de Josh a fait venir des témoins de moralité, mais cela s'est retourné contre eux quand son ex-petit ami a craqué à la barre et avoué qu'il cachait sous son lit une boîte contenant des objets volés à des personnes qu'il avait harcelées. Elle a raconté y avoir trouvé des chapelets, un hijab, une kippa et d'autres objets religieux que Josh appelait ses trophées pour avoir remis des gens à leur place. Et elle a expliqué l'avoir quitté après avoir découvert sur son portable des photos d'étudiants étrangers en larmes, pris lors de soirées où il les avait malmenés. Un autre témoin, son ancien colocataire, a tenté de défendre Josh, mais il a fini par admettre que Josh avait mis en place un système de points pour pousser des étudiants internationaux à abandonner des cours ou à changer de filière à force de harcèlement. L'enquêtrice privée de Lisa avait enquêté durant des mois et retrouvé d'anciens carnets de Josh dans le box de stockage de Patterson, révélant un endoctrinement très tôt, dès ses 13 ans. Les carnets montrèrent que Patterson récompensait Josh, en argent ou en privilège, chaque fois qu'il rapportait avoir remis à sa place un élève étranger à l'école, et le punissait dès qu'il faisait preuve de gentillesse envers des camarades non blancs. Une entrée datant de sa première année de lycée racontait qu'il avait reçu une voiture neuve pour avoir poussé un élève indien à quitter le club de débat après des mois de harcèlement, sous la supervision attentive de Patterson. David a rassemblé tous ces éléments pour sa plaidoirie finale, 5 mois et demi après cette nuit dans ma voiture, démontrant de façon implacable que les actes de Josh n'étaient pas une erreur de jeunesse liée à l'alcool, mais bien le résultat d'un schéma de haine ciblé, construit pour détruire des vies. La plaidoirie de la défense faisait pâle figure, décousue, cherchant à rejeter la faute sur l'alcool, la pression des pères ou l'influence du père, sans jamais assumer la moindre responsabilité sur les choix de Josh ce soir-là, ni sur des années de comportements similaires. Pendant les 3 jours que le jury a mis à délibérer, j'ai continué à travailler, chaque contact avec les patients pesant lourd, en me disant que si Josh était acquitté, cela enverrait le message que des gens comme lui pouvaient s'en tirer après avoir failli tuer quelqu'un simplement parce qu'il était étranger. Je me retrouvais à consulter mon téléphone toutes les quelques minutes dans l'espoir d'avoir des nouvelles de David, et il fallait vraiment que je me force à garder la tête froide pendant les interventions, tant mes pensées revenaient inlassablement à l'idée que le jury puisse croire aux justifications de Josh.
Chris est venu me voir entre 2 séances de rééducation, le 2e jour des délibérations, pour me montrer qu'il arrivait désormais à tenir un stylo presque 30 secondes grâce à un traitement expérimental de stimulation nerveuse. Il m'a remercié de lui avoir sauvé la vie dans la voiture, puis une 2e fois, en me rappelant cette semaine où je l'avais retrouvé dans la salle de bain de sa résidence universitaire, des pilules éparpillées partout, et où je l'avais persuadé de se faire soigner au lieu de le laisser sombrer dans l'anonymat des statistiques. Il m'a confié que s'engager pour les victimes lui avait donné une raison de se battre, même s'il savait qu'il n'opérerait plus jamais, et que témoigner contre Josh avait été la première fois où il s'était senti fort depuis cette nuit-là. Le verdict est tombé après seulement 3 heures de délibération le 3e jour, et je me tenais au fond de la salle d'audience bondée lorsque le jury a déclaré Josh coupable sur tous les chefs d'accusation, agression aggravée, intimidation à caractère racial, mise en danger délibérée avec circonstances aggravantes de crime de haine. Josh s'est effondré en larmes sur la table de la défense, tandis que Patterson, sous caution pour subornation de témoins, s'est mis à hurler à propos des appels, des juges corrompus et d'interférences étrangères dans le système judiciaire, jusqu'à ce que la sécurité l'expulse une nouvelle fois. 2 semaines plus tard, lors de l'audience pour la peine, le juge a fixé Josh d'un regard implacable, pendant que sa mère, en larmes, sanglotait derrière lui. Elle a lu sans relâche des témoignages de victimes du personnel hospitalier, toutes terrorisées par ces menaces. La voix de la juge s'est faite plus tranchante pour décrire la violence dont Josh avait fait preuve tout au long de sa vie. Elle a rappelé 3 anciennes accusations d'agression que son père avait réussi à faire disparaître grâce à ses relations et à des pots de vin. Elle a qualifié Josh de danger pour la société et souligné son absence totale de remords tout au long du procès. Quand elle a prononcé une peine de 5 à 7 ans de prison d'État, les jambes de Josh ont lâché et les gardiens ont dû le soutenir. Sa mère a hurlé que tout était de ma faute alors que les agents la faisaient sortir. Le lendemain, les principaux donateurs de Patterson à l'hôpital ont convoqué des réunions d'urgence pour se désolidariser de lui. En 3 jours, le Conseil de l'Ordre des médecins a voté à l'unanimité pour retirer toutes les plaintes déposées par Patterson de mon dossier. On m'a présenté des excuses officielles et annoncé de nouvelles mesures pour protéger les soignants contre la discrimination et les accusations mensongères. L'équipe de communication de l'hôpital a publié des communiqués pour réaffirmer leur engagement contre les crimes de haine. 6 mois ont passé avant que l'équipe du documentaire ne me contacte pour m'annoncer que leur film venait de recevoir un prix à Sundance. Ils tenaient à ce que je sois présent à la première, mais j'ai bien failli décliner jusqu'à ce que Chris m'appelle et me persuade que notre histoire devait être entendue. Lors de la projection, Chris est monté sur scène, la main marquée bien en évidence, et a expliqué combien le silence pouvait rendre complice de la haine. Le public lui a réservé une ovation debout tandis que, au dernier rang, je luttais pour ne pas fondre en larmes. Cette même semaine, un colis venu de Karachi est arrivé, contenant des chapelets bénis à la mosquée familiale par mes cousins. Ma tante avait glissé un mot disant que tout le quartier avait appris ce qui s'était passé et qu'ils étaient fiers de mon courage. Elle écrivait que ma mère aurait été fière elle aussi, et que tenir tête à l'injustice, c'était exactement ce qu'elle m'avait appris. J'ai accroché les nouveaux chapelets dans mon bureau, juste à côté d'une photo d'elle. 2 mois plus tard, le procès de Patterson s'est ouvert, pour subornation de témoins et complot d'entrave à la justice. Le procureur avait trouvé la preuve qu'il avait payé des témoins dans 3 autres affaires, où Josh s'en était pris à des gens. L'une des victimes était une lycéenne que Josh avait poussée dans un escalier, lui cassant le bras. Une autre, un étudiant noir agressé lors d'une fête sur le campus. Patterson avait payé tous ses témoins pour qu'ils se taisent ou quittent la ville. La juge a parlé d'un système de corruption qui s'était installé depuis 8 ans. Chris, de son côté, a utilisé l'argent de son indemnisation universitaire pour créer une association d'aide aux victimes de crimes de haine, afin qu'elles puissent bénéficier d'un accompagnement juridique. Il m'a proposé de rejoindre le conseil d'administration et de participer à l'analyse de dossiers médicaux où la discrimination avait eu des conséquences sur la prise en charge. Sa main ne retrouverait jamais toute sa mobilité, mais il avait appris à s'adapter, utilisant des poignées spéciales pour écrire et taper à l'ordinateur. On se réunissait chaque mois pour examiner les dossiers de personnes à qui on avait refusé des soins ou qui avaient subi des maltraitances à cause de leur origine ou de leur religion. Un soir, j'ai décidé de reprendre le volant pour Uber, juste une fois, pour voir ce que ça me ferait. Vers minuit, j'ai pris en charge une jeune femme à la bibliothèque universitaire qui s'est excusée à 3 reprises de son accent avant même de me donner sa destination. La manière dont Patterson a sorti discrètement des liasses de billets dans le couloir du tribunal me fait douter qu'il n'ait pas déjà fait pression sur d'autres témoins. Les publications Facebook de Josh, postées plusieurs heures avant qu'il ait commencé à boire, changent complètement la perspective sur la préméditation de ses actes. Je lui ai parlé de ma première année en Amérique, de ses heures passées à répéter comment commander un café, de peur d'être ridicule. Je lui ai dit que son accent faisait partie de son histoire et qu'elle n'avait aucune raison de s'en excuser. Lorsqu'elle est descendue, elle m'a remercié en ourdou et j'ai souri pour la première fois depuis des mois. La condamnation de Patterson est tombée un jeudi après-midi pendant que j'étais au bloc opératoire. 18 mois de prison fédérale, avec interdiction définitive d'exercer le droit. La juge a déclaré que sa fortune et son statut avaient permis la violence de son fils, le rendant tout aussi responsable. Son cabinet d'avocats a été dissous en moins d'une semaine, ses clients fuyant le scandale. 2 mois après l'incarcération de Josh, quelqu'un a fait fuiter ses appels téléphoniques depuis la prison. Il rejetait toujours la faute sur tout le monde sauf lui. Dans l'un d'eux, il disait à sa mère que j'avais ruiné sa vie en ne le laissant pas mourir cette nuit-là. Dans un autre enregistrement, il disait que Chris avait été lâche de témoigner contre lui. Ces bandes ne faisaient que confirmer ce que tout le monde savait déjà. Josh ne changerait jamais et n'assumerait jamais ses actes.
6 mois après la fin de toute cette histoire, on m'a invité à un congrès médical pour parler des interventions d'urgence en dehors de l'hôpital. Alors que je présentais la technique de décompression à l'aiguille, Chris est monté sur scène, une pile de dossiers dans sa main abîmée. Il a annoncé la création d'un programme de bourse destiné aux étudiants en médecine issus de l'immigration, financé entièrement grâce aux indemnités des procès. 20 bourses complètes pour des étudiants ayant subi des discriminations mais qui, malgré tout, voulaient aider les autres. Le premier lauréat était un réfugié syrien qui conduisait un taxi en attendant que ses diplômes soient reconnus. Chris expliquait que soigner, ce n'est pas seulement réparer des corps, mais aussi transformer des systèmes qui blessent les gens dès le départ. Après la conférence, nous sommes allés boire un café et il m'a montré une lettre de Jackson, qui suivait une thérapie et voulait s'excuser, sans vraiment savoir par où commencer. On a parlé du pardon, de la responsabilité, du fait que certaines blessures ne guérissent jamais vraiment, mais qu'on finit par vivre avec les cicatrices. Ce soir-là, j'ai remis les chapelets de ma mère dans ma voiture, enfin prêt à les porter à nouveau sans ressentir le poids de cette nuit-là. Les taches de sang s'étaient atténuées, mais pas complètement effacées, ce qui me semblait juste. C'était une manière de se souvenir sans se laisser envahir. 3 semaines plus tard, Emily m'a convoqué dans son bureau, où une montagne de dossiers recouvrait son bureau. Le conseil d'administration venait d'approuver les nouveaux protocoles d'intervention d'urgence que j'avais aidé à rédiger après que mon histoire ait fait la une dans tout le pays. Désormais, les médecins pouvaient intervenir hors de l'hôpital sans craindre de poursuites si quelque chose se passait mal. Les protocoles couvraient tout, la documentation de la scène, le recueil du consentement lorsque c'était possible, la protection du soignant. Emily m'expliqua que 20 autres hôpitaux avaient déjà demandé à recevoir ces protocoles et que l'ordre des médecins de l'État poussait pour les généraliser dans tout l'Ohio. Elle m'a montré la partie sur l'enregistrement vidéo des incidents, une idée qui m'était venue en voyant que la vidéo de Josh avait finalement joué en ma faveur, alors qu'il avait voulu me nuire. Le lendemain matin, j'ai retrouvé Lisa dans un petit café du centre-ville. Elle a sorti son téléphone pour me montrer des photos. Chris s'en sortait très bien en fac de droit, utilisant un logiciel spécial pour taper puisque sa main droite ne fonctionnait toujours pas. Elle a fait défiler des photos de lui en séance de travail ou lors de simulations de procès, tenant un stylet adapté dans la main gauche, la droite posée sur ses genoux. Il s'était orienté vers le droit des libertés civiles après tout ce qu'il avait vécu et travaillait avec des associations contre la discrimination dans le milieu médical. Lisa m'a confié qu'il gardait ma carte de visite sur son bureau pour ne pas oublier que faire ce qui est juste compte, même si cela attire la haine. Ce week-end-là, j'ai enfin pris le temps de nettoyer de fond en comble ma voiture jusqu'à retirer les sièges pour passer l'aspirateur en dessous. J'ai retrouvé un petit objet rond coincé au fond du rail, l'un des chapelets de ma mère, celui qui avait roulé quand Josh les avait jetés à l'arrière cette fameuse nuit. La tache de sang était devenue brun foncé, mais la perle était intacte, l'inscription en arabe encore visible. Je l'ai rapporté chez moi et ajouté à mon nouveau chapelet, l'enfilant parmi les perles propres où elle ressortait comme une marque. L'hôpital prévoyait un grand événement pour l'anniversaire, qu'ils avaient baptisé Symposium sur la discrimination dans les soins de santé. Chris avait accepté de témoigner sur la façon dont cette épreuve l'avait transformé, tandis que moi, je parlerais de l'importance de soigner tous ceux qui en ont besoin, sans distinction. L'organisation voulait rendre la participation obligatoire pour tout le personnel, mais Emily s'y est opposée, expliquant qu'on ne change pas les mentalités par la contrainte. Finalement, l'événement a été rendu facultatif, mais avec des crédits de formation continue pour ceux qui viendraient. Un jeudi, pendant une garde aux urgences, l'une des nouvelles internes est restée après un cas difficile. Elle était d'origine pakistanaise-américaine, majeure de promo à Northwestern, et m'a confié qu'elle avait failli abandonner la médecine après avoir été harcelée durant son internat. Mais en apprenant ce que j'avais traversé, elle s'était dit que si j'avais pu tenir bon, elle aussi en était capable. Elle m'a demandé si la douleur finissait par disparaître, celle des mots qui blessent. Je lui ai répondu, on apprend surtout à se concentrer sur le travail, à moins écouter ce que disent les autres. Marcus a annoncé son départ à la retraite lors de la réunion du personnel, à 68 ans, prêt à profiter de ses petits-enfants. Mais lors de sa fête d'adieu, il m'a pris à part avec un gros dossier qu'il traînait depuis le début de la soirée. À l'intérieur, il y avait des rapports d'incidents remontant à 15 ans. Chaque fois qu'un médecin ou une infirmière avait été victime d'insultes ou de menaces de la part de patients, tout était consigné, mais jamais suivi d'effet. Il avait commencé à les rassembler après que sa propre fille, infirmière noire, ait quitté la profession à cause des violences subies. Mon histoire lui avait enfin donné le courage de tout transmettre à l'ordre des médecins, qui lançait une enquête approfondie. 3 nouvelles politiques ont été mises en place en un mois, y compris l'obligation de signaler toute discrimination et de véritables sanctions pour les hôpitaux qui fermaient les yeux. Jackson m'a envoyé un mail depuis sa nouvelle école en Californie, où il se lançait dans le travail social. Il avait demandé son transfert après avoir témoigné au procès de Josh, ne pouvant plus rester dans un établissement qui avait protégé des gens comme lui aussi longtemps. Il travaillait désormais avec des associations étudiantes pour lutter contre le bizutage et intervenait dans d'autres établissements pour expliquer ce qu'il se passe quand on se tait alors qu'on voit quelqu'un se faire maltraiter. Il avait déjà témoigné dans 2 autres affaires, toutes 2 concernant des étudiants agressés à cause de leur origine ou de leur religion. Son mail se terminait en s'excusant de ne pas avoir arrêté Josh plus tôt, d'avoir eu trop peur et trop bu pour faire ce qui s'imposait. 1 mois après, je me retrouvais en pleine intervention, en train de pratiquer une résection du foie. Mes mains restaient sûres alors que j'avançais à travers les zones sensibles autour de la veine porte. Mon interne, apercevant la perle de mon chapelet à travers la poche de ma blouse, m'a interrogé tout en continuant l'opération. Je lui ai répondu d'un ton posé, sans quitter des yeux le champ opératoire, que ces perles me rappelaient que soigner les autres était un acte presque sacré, peu importe la personne qu'on aide ou ce qu'elle pense de vous.
Elle a simplement opiné et s'est replongée dans ses instruments, mais je l'ai vue effleurer sa propre poche, là où elle gardait précieusement le petit Coran offert par sa grand-mère. Avant les fêtes, Chris m'a fait parvenir un colis contenant son tout premier mémoire de droit. Son écriture était un peu hésitante. Il devait s'y prendre avec la main gauche, mais son raisonnement était solide. Il avait analysé les agressions visant le personnel soignant et proposé un texte pour mieux les protéger. Son mémoire abordait tout, des insultes jusqu'aux violences physiques, avec des mesures précises et l'obligation de signaler chaque incident. Un sénateur de l'État s'était d'ailleurs déjà montré intéressé pour défendre ce projet. Sa prof avait écrit en haut de la page qu'elle n'avait jamais lu un mémoire de première année aussi abouti. 6 mois après la fin des procès, j'ai décidé de refaire un tour en Uber un samedi soir, pour la première fois depuis cette nuit-là avec Chris et Josh. J'avais les mains qui tremblaient en lançant l'appli, mais il me fallait retrouver ce territoire, ne pas leur laisser ce pan de ma vie. Mes premiers passagers étaient 3 étudiants étrangers qui rentrèrent de la BU à minuit. Ils n'arrêtèrent pas de s'excuser pour l'heure tardive, avec un accent anglais qui me rappelait le mien à mes débuts ici. Je leur ai assuré qu'il n'y avait aucune raison de s'excuser de travailler dur pour atteindre ses rêves, que ce pays s'était bâti sur la ténacité de ceux qui veillaient tard pour préparer leur avenir. En les déposant dans les rues calmes, la perle souillée de mon chapelet a capté la lueur des lampadaires à travers ma poche, sombre au milieu des perles intactes. Il y a des taches qui ne partent pas, des traces qu'on ne peut effacer ni rendre comme neuves. Elles forment notre histoire, ses marques, ses cicatrices, ses ombres. Mais au fond, ce n'est pas si grave, car elles rappellent ce qu'on a traversé, ce qu'on a appris et comment on a tenu bon alors que tout semblait nous pousser à baisser les bras. Les étudiants m'ont remercié devant leur immeuble, et l'un d'eux, remarquant mon badge d'hôpital posé sur le tableau de bord, m'a regardé avec de grands yeux avant de me demander si j'étais le médecin dont on avait parlé aux infos, celui qui avait sauvé quelqu'un qui lui avait fait du mal. J'ai simplement acquiescé, et il a prononcé en ourdou une phrase que ma grand-mère disait souvent, que Dieu voit toutes les bonnes actions, même quand personne ne les remarque. Après leur départ, je suis resté un instant dans la voiture, le chapelet de ma mère entre les mains, à repenser à cette nuit-là et à tout ce qui a suivi. Puis j'ai rouvert l'application et accepté la course suivante, parce que c'est comme ça. On continue, on tend la main, on choisit d'être soi-même, coûte que coûte, plutôt que de laisser le monde décider à notre place. Voilà, on arrive au bout. Des chapelets, des cafés partagés, et assez de réformes pour vous donner le tournis. Merci d'être resté jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker la vidéo, ça aide vraiment plus que vous ne l'imaginez.